Alors, la réédition de Vers la paix en Algérie fait un recueil de documents d'archives diplomatiques sur les négociations qui aboutirent aux accords d'Évian. Elle a eu lieu à l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, donc le 19 mars 62, qui est célébré un peu partout à l'échelle mondiale. À la présentation qu'on a faite jeudi dernier, la chaîne Al Jazeera voulait couvrir l'événement en direct, Al Jazeera Al-Mubashir, mais malheureusement, ils sont à Genève, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où il y a les débats sur la guerre en Ukraine. Et donc, c'est un livre tout à fait unique en son genre, puisqu'il regroupe des dizaines de procès-verbaux et de minutes des négociations, et même des échanges de documents qui avaient précédé la négociation publique, le 20 mai, commencé le 20 mai 1961 à Évian 1. Et donc, ça donne une idée d'abord de la complexité du problème et des difficultés qu'avaient les deux négociations, celle du GPRA et celle conduite par Louis Joxe, de surmonter les montagnes de méfiance, comme disait le général de Gaulle. Et ça permet de revisiter toute l'histoire algérienne jusqu'au Moyen-Âge, parce que les délégations avaient des commissions d'experts et qui fournissaient les négociateurs en documents, d'archives, photocopies à partir des bibliothèques en Suisse. Et par exemple, sur le problème du Sahara, que la France voulait détacher de l'Algérie. Première définition, qu'est-ce que le Sahara? Alors, la délégation française a commencé par dire c'est tout ce qui est au sud de la ligne de chemin de fer est-ouest. Or, il y avait dans la délégation algérienne Saad Dahleb, qui était de Qsar Chellala, et il s'est levé, il a dit, dans ces conditions, messieurs, il faut me trouver une place avec vous. Moi, je suis au sud de la ligne de chemin de fer. Et là, ils ont changé de définition, ils ont sorti l'histoire des Ashaba, que tout le monde avait oublié de ce que ça signifiait. Ashaba, ça veut dire l'Achab, ça veut dire les pâturages. C'est quand il y avait de la sécheresse, les transhumants, qui pouvaient avoir jusqu'à 1000 moutons, ils remontaient vers le nord à la recherche de la verdure pour les pâturages. Or, un des délégués algériens leur a dit, quand la sécheresse est trop forte, on peut aller jusqu'au sud de l'Atlas blydéen. Donc c'est pas le Sahara, ça, c'est l'Atlas télien. Il y a l'Atlas télien, les hauts plateaux, l'Atlas saharien. Et donc, les Ashaba, c'était un thème connu que des ethnographes, des géographes qui étudiaient l'économie du Sahara. Et puis le rattachement du Sahara aux Ziyanides, par exemple, le royaume de Tlemcen, les Bani Abdelouad, qui étaient en conflit avec les Mérinides de Fès, les Hafsides de Tunis, juste après la chute de l'Empire almohade. Et puis ça renvoie à Ibn Khaldoun, quand il parle des Berbères, il dit « Sanhaj al-Jibal », la tribu berbère des montagnes, et Sanhaj al-Rimel, les Berbères des sables. Donc il y avait des Berbères qui allaient jusqu'à Tamarasset, par exemple les Touaregs et d'autres, mais qui étaient en relation avec les Berbères du Nord. Or la France voulait dire qu'il n'y avait aucun lien entre les deux, et il y avait un débat vraiment fatigant pour la délégation française, mais très intéressant pour qui veut visiter l'histoire de l'Algérie de plusieurs siècles avant l'arrivée des Français. Et pour les chercheurs d'aujourd'hui, on a écrit beaucoup d'approximations sur les accords d'Évian. D'abord, les Français ne les appelaient pas accords d'Évian. Accord, c'est quand il y a un traité d'État à État. Les Français l'ont appelé déclaration d'Évian.
Mais comme ils ont reconnu le GPRA, reconnaissance de l'État algérien, du côté algérien, on s'est mis à dire accord. Donc il y avait des acrobaties juridiques, comment négocier avec des mouvements qu'on appelait terroristes, juste pour mettre fin à la guerre. Sur le plan de l'imagination juridique, c'est un véritable chef-d'œuvre. Quand le général de Gaulle dit l'Algérie algérienne, ça correspond à quelle catégorie sur le plan juridique? Est-ce que c'est un État à souveraineté limitée, un État associé, un État indépendant qui coopère avec la France, avec des liens étroits? Et du côté français, quand on dit la France est une grande démocratie, s'il y a là un État associé, il vaut mieux que cet État soit le plus démocratique possible. Donc la délégation française multipliait les exigences pour que le futur État algérien soit le plus démocratique possible. Or, la négociation avait lieu sur la base du principe de l'autodétermination. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, quand Jox multipliait les exigences, Dahleb lui a dit « ce n'est plus de l'autodétermination, c'est de la prédétermination ». Donc, vous avez ce négociateur a un mérite vraiment considérable, c'est qu'ils avaient une patience infinie. Au début, ils se méfiaient les uns des autres. Les premières séances, c'était des monologues. Évian 1, 3 semaines de monologues, où chacun se méfiait. Derrière chaque mot rarissime, une formule latine, il voyait un piège. Et ce n'est qu'après que le dialogue a commencé. Et chaque partie était convaincue du désir de paix de l'autre. Et là, quand ça aboutit, on pense au serment de la montagne, là, de l'Évangile, bienheureux les partisans, les artisans de la paix, ils seront appelés les fils du Seigneur. De Sani Aïs Salam. Malik Ben Nabi a utilisé cette formule dans un de ses livres, dans l'afro-asiatisme. Et donc, comme ils avaient peur de négocier au début, parce que la délégation algérienne avait peur qu'on dise qu'elle a été obligée de négocier au vu des premiers succès du plan militaire Chal. Mais à la fin, c'est une bonne formule de Kennedy qui s'applique aux deux, qui dit ne jamais négocier sous l'effet de la peur, mais ne jamais avoir peur de négocier. Et puis, on a une autre formule de Gandhi, les Algériens qu'on appelait terroristes ne s'étaient pas convertis à la non-violence comme l'avait fait Malik Ben Nabi, mais ils ont découvert une belle formule de Gandhi qui parle de la beauté du compromis. Donc il y a eu des concessions des deux côtés, par exemple les bases militaires louées pour 99 ans. À partir du moment où la délégation algérienne a admis le principe de laisser des bases, on a négocié jusqu'à les ramener à 15 ans, et puis la France est partie au bout de 3 ans. Et donc on a réglé un problème mondial qui paraissait insoluble grâce au désir de paix et à la lassitude des deux côtés. Il ne faut pas oublier que du côté français, le général de Gaulle a été tenté de démissionner en 60 sous l'effet de la lassitude. Michel Debré, en novembre 60, quand le général de Gaulle a parlé de République algérienne, il a présenté sa démission et c'est de Gaulle qui l'a obligé de rester. Et Robert Lacoste, en janvier 1957, il voulait aussi démissionner parce qu'il annonçait le dernier quart d'heure alors que les bilans montraient le contraire. C'était la période ascendante de l'ALN. Et du côté algérien, il y avait le syndrome, les Algériens de l'extérieur étaient gagnés par le syndrome des républicains espagnols qui, lorsqu'ils ont vu que Franco l'avait emporté pour de bon, ils se sont installés définitivement à l'extérieur. Et ce qui a mis fin à cette désespérance, c'est ce qu'on appelle dans ce livre l'insurrection musulmane d'Alger, où les manifestants, en décembre 60, sont sortis avec des drapeaux algériens. C'est pour ça qu'on leur a tiré dessus. Et comme leitmotiv, Algérie musulmane,
alors que les gaullistes voulaient manifester en criant Algérie algérienne, négociation, vive Farhat Abbas. Et donc c'est toute, non seulement l'histoire de la guerre de libération, qui permet d'être visitée, mais toute l'histoire algérienne, même avant 1830, que ce livre suggère de revisiter. Et c'est d'où son utilité et le premier succès qu'a cette réédition.